Ni la spectroscopie UV visible. Alors rapidement, donc pour rappel, donc toutes ces méthodes spectroscopiques, donc ils exploitent en quelque sorte donc la même propriété, donc celle de l'interaction entre les ondes électromagnétiques et la matière. Donc cette interaction donc va nous donner des renseignements donc sur cette matière, donc soit sur sa nature, donc soit sur sa quantité. Alors dans le cas de l'UV visible, c'est-à-dire des radiations UV, ultraviolettes et les radiations dans le domaine du visible, donc c'est des radiations qui se situent entre 200, donc entre 200 jusqu'à 800 nanomètres comme longueur d'onde. Donc toutes ces radiations-là, pardon, elles ont donc juste l'énergie nécessaire, suffisante, si on puisse dire, donc juste pour provoquer des transitions électroniques. C'est-à-dire tout ce qu'elle présente ou tout ce qu'elle présente comme interaction avec la matière, c'est que l'énergie donc dans ces radiations peut être absorbée par des électrons qui vont passer d'un état fondamental à un état excité. Donc cet état excité, donc il est très éphémère dans le temps, c'est-à-dire ça ne dure pas beaucoup, donc ça dure quelque chose comme 10 à la puissance moins 8 en moins 9 secondes. Donc vous voyez, donc c'est très 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 bref, donc c'est de l'ordre d'une nanoseconde. Alors donc c'est au retour donc de l'électron à l'état fondamental, il cède une partie de cette énergie, donc sous différentes formes, on en a parlé la dernière fois. Bien, alors maintenant, ce qui nous a intéressé dans cette spectroscopie UV visible, c'est que c'est cette absorption de la matière, donc de cette énergie. C'est quelque chose qu'on peut mesurer. Alors, une fois qu'il y a absorption, ça peut être mesuré. Alors, et ça nous donnera une idée pas sur la nature de la matière, mais plutôt sur sa quantité. Donc, on fait toute la spectroscopie UV visible. Donc, c'est une spectroscopie que vous allez beaucoup utiliser dans vos travaux pratiques. Donc, ça va vous permettre de déterminer donc, la quantité de matière, c'est-à-dire des concentrations, par exemple. Alors, la relation qui lie donc cette absorption à la quantité de matière, donc on l'a expliqué, donc c'est ce qui a été donc découvert par Beer et Lambert, donc et par conséquent par la suite, donc ça a pris leur nom, donc ça s'appelle la loi de Beer-Lambert. Donc tout simplement, donc cette absorption, il est proportionnel à la concentration en matière jusqu'à une certaine valeur. Donc, au-delà, donc ce n'est plus proportionnel. Donc, on en a également parlé. Donc, je vous ai expliqué pourquoi cette proportionnalité n'est pas gardée indéfiniment. Donc, il n'est valable que pour des solutions diluées. Alors maintenant, donc, cette proportionnalité donc, entre la concentration et l'absorbance, donc ça nous permet tout simplement de déduire donc que ces concentrations, une fois qu'on a l'absorbance, donc soit moyennant la connaissance donc du coefficient d'extinction molaire, donc soit en passant par ce qu'on appelle une gamme étalon, c'est-à-dire par une série de solutions de concentration connues. Alors donc ça c'est l'absorbance qui est définie donc comme étant le rapport de l'intensité émise donc sur l'intensité transmise, donc plus précisément donc que c'est défini comme étant le logarithme de ce rapport-là. Monsieur, il y a un problème de connexion. Alors vous m'entendez plus? On vous entend. On vous attend, monsieur. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit donc il y a un problème de connexion. Donc, voilà, donc je continue. Donc, je disais donc, que cette absorbance, elle est définie comme étant le rapport de l'intensité émise et de l'intensité transmise.
L'intensité donc émise, donc en fait, c'est l'intensité de la radiation avant qu'elle traverse donc votre solution, et l'intensité donc transmise, c'est ce qui ressort donc en fin de compte de votre solution. Alors maintenant, s'il y a absorption, donc c'est l'intensité de la lumière transmise, elle est inférieure à l'intensité de la lumière émise. Et la DO, donc ce qu'on appelle la densité optique ou l'absorbance, elle est définie comme étant le logarithme de cette intensité initiale sur l'intensité transmise. Alors la dernière fois, donc je vous ai pas parlé donc d'un autre paramètre, donc qui est à peu près l'équivalent de l'absorbance, c'est-à-dire dans ce cas-là, dans le cas d'une expérience donc comme celle-là, donc où on essaie donc d'exposer de la matière à des radiations électromagnétiques, on peut soit s'intéresser, on peut soit se dire, bien, je vais essayer de mesurer combien d'intensité a été absorbée, ou bien je vais peut-être formuler la question autrement et me dire donc que ce qui m'intéresse, donc je vais essayer de voir un peu le pourcentage de la lumière transmise. C'est-à-dire donc combien l'intensité lumineuse qui traverse la solution, il représente combien de l'intensité initiale, 60%, 50%, 100%, etc. Alors maintenant, donc, si vous avez compris donc, un peu donc, ces deux aspects-là, c'est-à-dire l'absorbance, c'est-à-dire c'est effectivement donc, la quantité absorbée de cette intensité, ou bien cette transmittance qu'on a l'habitude d'exprimer en pourcentage, c'est-à-dire le pourcentage de l'intensité transmise, donc ça représente combien par rapport à l'intensité initiale. Alors maintenant, donc, je vais vous poser la question suivante, donc à 100%, donc quand 100% est transmis, c'est-à-dire quand l'intensité lumineuse transmise, elle est de 100%, c'est-à-dire c'est la même chose en quelque sorte que la lumière, donc c'est la même intensité que la lumière émise. L'absorbance, elle est de combien? Il n'y a pas d'absorbance. Et elle est de combien? Il n'y a pas d'absorbance, ça veut dire qu'elle est de zéro. De zéro. Voilà, donc Zéro. ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transmittance, Oui, c'est zéro absorbance. Alors maintenant, 0% de transmittance, c'est combien? Pardon, 0% de transmittance. 100% d'absorbance. Donc voilà. Donc vous avez compris la relation entre les deux. Donc en fait, les deux donc, se complémentent tout simplement. Donc ce qui est absorbé plus ce qui est transmis, donc c'est ce qui a été émis, tout simplement. Donc voilà. Donc pourquoi donc je vous en parle? Parce qu'il y a des fois où on peut vous donner la transmittance et des fois on vous demande la transmittance et des fois on peut vous donner l'absorbance ou vous demander l'absorbance. Donc c'est pas très compliqué. Donc, une fois qu'on a compris ce que c'est que l'absorbance et qu'on a compris ce que c'est que la transmittance, donc ça va de soi. Donc, ça ne posera aucun problème. Alors, surtout, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, donc on va utiliser beaucoup plus la transmittance. On parlera beaucoup plus de transmittance que d'absorbance. Dans la spectroscopie d'absorption, on parle plus d'absorbance. Dans la spectroscopie infrarouge, on parle plus de transmittance, mais en fin de compte, peu importe, donc ça ne devrait pas normalement poser problème, que ce soit qu'on parle de transmittance ou d'absorbance, ce sont juste des habitudes, tout simplement. Donc en fait, c'est des habitudes. Les scientifiques ont pris habitude de parler d'absorbance dans le cas de la spectroscopie UV visible et de parler de transmittance dans le cas de la spectroscopie infrarouge. Alors, spectroscopie infrarouge, comme son nom l'indique, c'est-à-dire cette fois-ci, donc ce qui va changer par rapport à la spectroscopie UV visible, c'est juste la nature des radiations électromagnétiques. Dans le premier cas, c'était des radiations ultraviolettes, des radiations dans le domaine du visible, c'est-à-dire des radiations dont la longueur d'onde peut varier entre 200
jusqu'à 800 nanomètres. Et dans le cas de l'infrarouge, c'est d'autres radiations, c'est toujours des radiations électromagnétiques, sauf que cette fois-ci, donc, ce sont des radiations dont la longueur d'onde est supérieure à 800 nanomètres. Alors, il est supérieur à 800 nanomètres, il est inférieur à 0,3 microns, c'est-à-dire à 300 000 nanomètres. Donc, c'est-à-dire c'est un domaine beaucoup plus grand par rapport, comparativement au domaine de l'UV visible. Donc, le visible, c'est entre 400 à 800 nanomètres, ça ne comprend que 400 nanomètres dans sa totalité. Alors, l'infrarouge, il comprend des radiations entre 800 nanomètres jusqu'à 300 000 nanomètres. Et on le subdivise en proche infrarouge, en moyen infrarouge et en infrarouge lointain. Peu importe. Donc, tout ça, c'est juste des petites notions. Donc, tout ça, c'est de l'infrarouge. Et toutes ces radiations, donc, en fait, vont être comprises dans le domaine supérieur à 800 nanomètres, inférieur à 300 000 nanomètres. Alors, c'est des longueurs d'onde supérieures aux longueurs d'onde du visible. Et par conséquent, sont-elles plus énergétiques ou moins énergétiques? Moins énergétique. Très bien, monsieur. Donc, c'est exact. Donc, leur longueur d'onde, elle est supérieure. Donc, et l'énergie, donc, en fait, elle est Inférieur. Inférieur. l'énergie, elle est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc, plus la longueur d'onde est élevée, moins l'énergie est importante. Et plus la longueur d'onde est courte et petite, donc plus l'énergie est importante. Oui? Bien. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. avant de commencer, on a une petite question. Oui, allez-y. Monsieur, pourquoi dans la spectroscopie UV visible, il est préférable d'utiliser les ondes qui ont le plus d'absorbance dans le composé en question? Ça, c'est une question d'examen, monsieur. Donc, vous allez y répondre le jour de l'examen. Bien, alors, je l'avais posé la dernière fois, donc vous y réfléchissez, donc, et peut-être on en parlera par la suite, donc pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui ont une réponse. Pour ceux qui n'ont pas de réponse, donc qu'ils y réfléchissent un peu. Donc, qu'ils viennent tout d'abord avec une réponse. Bien. Alors, je disais, donc, en infrarouge, donc, l'énergie des radiations, elle est inférieure à l'énergie, donc, des radiations dans le domaine du visible. Et par conséquent, donc, l'interaction qu'ils peuvent avoir avec la matière, donc, c'est des interactions faiblement énergétiques. Donc, en fait, ils ne peuvent même pas faire passer un électron d'une couche énergétique à une autre. Donc, les radiations infrarouges n'ont pas suffisamment d'énergie pour provoquer des transitions électroniques. Alors maintenant, quelle est cette nature donc d'interaction entre la matière et les ondes électromagnétiques et les ondes infrarouges? Bien, alors donc je vais essayer donc de vous projeter donc une feuille de papier, donc ça fera office d'un tableau. Vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Très bien, donc voilà, donc on est en Monsieur. train de parler de la spectroscopie infrarouge. Donc en abréviation, donc on l'appelle IR tout simplement, donc spectroscopie infrarouge. Donc ce sont des radiations supérieures à 800 nanomètres et inférieures à 300 000 nanomètres, c'est-à-dire quelque chose comme 0,3 millimètres. Donc, c'est des longueurs d'onde relativement importantes et par conséquent, elles sont faiblement énergétiques.
Donc, tout ça, bien sûr, comparativement au visible. Vous arrivez à voir? Oui, monsieur. Bien. Alors, je disais donc que quel type d'interaction peuvent-elles avoir? Donc, c'est pas donc l'énergie donc qui est transportée par ces radiations donc n'est pas suffisante pour provoquer des transitions électroniques. Alors maintenant donc pour qu'on puisse avancer, donc en fait la matière donc généralement donc les molécules donc ils sont formés par une association d'atomes par des liaisons chimiques, des liaisons covalentes qui peuvent être simples ou doubles ou triples. Donc ça, vous le savez déjà. Alors maintenant, donc en fait, ces liaisons covalentes, en fait, ils se font, donc ils ont des caractéristiques, c'est-à-dire en quelque sorte une certaine distance entre un atome et l'autre. Ça aussi, on vous en a déjà parlé. Bien. Alors maintenant, donc en fait, ce sont ces liaisons chimiques maintenant. Donc ce ne sont pas les électrons des atomes qui vont réagir avec les ondes électromagnétiques en infrarouge, ce sont en fait les électrons de la liaison chimique. Alors en fait, cette interaction, il va se traduire en quoi? Il va se traduire soit en une déformation de la liaison chimique, soit par une oscillation, soit par une élongation. Alors, donc, trois possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on appelle déformation ou oscillation ou élongation? Alors, en fait, ces liaisons chimiques, ils sont dans des plans, c'est-à-dire on peut imaginer un plan dans lequel se situe cette liaison chimique. Alors, il est possible donc que cette liaison chimique donc soit déformée du plan, c'est-à-dire donc qu'il soit tiré donc d'un côté comme de l'autre. Ça peut bouger dans un plan et ça donne ce qu'on appelle une oscillation. Une déformation, c'est quand ça sort du plan dans lequel elle était initialement. Une oscillation, c'est quand ça vibre, en fait, quand ça se déplace dans le plan. Une élongation, c'est quand elle change quand la distance entre les atomes change. Donc voilà ce que provoque l'infrarouge, ou plutôt voilà ce que peut provoquer l'infrarouge. Donc ça ne provoque pas tout le temps, comme aussi, donc je l'avais expliqué, pour l'absorption en UV visible, donc c'est pas tout le temps qu'il y a absorption. Donc là aussi pour l'infrarouge, c'est pas tout le temps qu'il y a ces phénomènes-là. Donc c'est pas tout le temps qu'il y a interaction entre des liaisons chimiques et une radiation dans l'infrarouge. Donc ça dépend des molécules et ça dépend de la radiation. Et ça dépend de la liaison chimique. Est-ce que c'est clair? Donc avant d'aller plus loin, est-ce que déjà ça, c'est clair? Oui, monsieur. Donc je répète, donc en fait ici, donc ce ne sont pas les électrons qui vont absorber. Donc les électrons ne vont pas absorber des quantités d'énergie, donc qui vont leur permettre de passer d'un état fondamental à un état excité. Donc c'est pas ça. Donc en fait ce sont les liaisons chimiques qui vont absorber cette énergie, et cette énergie, elle est juste suffisante en quelque sorte pour faire bouger la liaison chimique. Alors
trois manières de la faire bouger. Donc, soit la faire bouger dans un plan, et on appelle ça oscillation. Soit la faire bouger en dehors du plan. Je ne sais pas si vous voyez, donc depuis tout à l'heure, donc j'étais en train de montrer un stylo. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Donc, vous arrivez à le voir, pardon. Oui, monsieur. Alors, ça, c'est une liaison chimique. Alors, Non, maintenant, monsieur. soit je la fais varier dans le même plan, c'est ce qu'on appelle une oscillation. D'accord? Soit je la fais bouger en dehors du plan. C'est ce qu'on appelle une déformation. Soit que je tire dessus et je l'allonge, et c'est ce que j'appelle élongation. Donc, ce sont ces trois manières dont réagissent les liaisons chimiques lorsqu'elles absorbent une radiation en infrarouge. D'accord? Alors maintenant, vous avez compris donc cette absorption, pardon, cette spectroscopie en infrarouge, s'il va nous donner des renseignements, ça va nous donner des renseignements sur les liaisons chimiques. Ça va nous donner des renseignements sur les fonctions liées, c'est-à-dire sur les atomes liés au bout des liaisons chimiques. Bien. Alors maintenant, ce qui est le plus exploitable, ce qui est le plus exploitable et ce qui est le plus profitable dans cette interaction entre les radiations électromagnétiques en infrarouge et la matière, ce sont les élongations. C'est-à-dire quand cette distance qui sépare les atomes change. Quand elle change, c'est ce qu'on exploite pour avoir une idée sur les atomes d'une liaison chimique. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'infrarouge, c'est quelque chose qui va nous aider à avoir une idée sur la nature de la matière, c'est-à-dire sur ce qu'il y a comme atome dans cette matière, sur ce qu'il y a comme atome dans ces molécules, dans des molécules. Donc, vous avez une nouvelle molécule, donc vous l'exposez à des radiations en infrarouge, ça va vous permettre d'avoir une idée sur sa constitution, sur quels sont les atomes qu'il y a dans cette molécule. Alors, je répète, donc, ce qui est le plus exploitable dans la spectroscopie infrarouge, c'est ce qu'on appelle l'élongation. Alors, donc, en fait, cette élongation, ce n'est pas que les liaisons chimiques s'allongent ou raccourcissent. Donc, en fait, ils s'allongent et ils raccourcissent en même temps. C'est en fin de compte, donc, que la liaison chimique, lorsqu'il va absorber une radiation en infrarouge, il va se comporter comme un ressort. C'est-à-dire, cette distance donc, va augmenter, il va diminuer et ça va osciller. Les atomes, ils vont osciller entre deux positions et au milieu, vous avez la position en quelque sorte fondamentale, normale, basique, en absence d'absorption en infrarouge. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, oui, monsieur. Bien, alors je répète. Donc en fait, ces liaisons chimiques maintenant, donc vous pouvez les imaginer comme étant un ressort. Lorsqu'elles absorbent une radiation en infrarouge, donc en fait, ils vont s'allonger, ils vont raccourcir, ça va vibrer. Donc, entre deux positions, donc en s'allongeant et en raccourcissant. C'est bon? Oui, monsieur. Alors Oui, maintenant, monsieur. toute la base de la spectroscopie infrarouge, donc toute la base théorique de la spectroscopie infrarouge, elle est basée sur ça. Alors il y a quelqu'un qui
qui partage donc son écran. Il y a quelqu'un qui partage son téléphone. C'est bon, donc vous arrivez donc à voir donc la feuille. Oui, monsieur. Bien. Alors je disais en fait que toute la base donc théorique donc de la spectroscopie infrarouge, elle est basée sur ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire sur cette oscillation, donc en fait sur cette vibration donc et d'élongation des atomes autour d'un certain point. Alors en fin de compte, donc en fait ceci donc est assimilé donc à ce que vous avez déjà vu, c'est-à-dire à un ressort, comme je viens de le dire, avec une masse. Donc, et vous allez tirer sur ce ressort-là avec une force. Donc, et il va s'allonger jusqu'à une nouvelle position. Et quand vous allez le relâcher, donc il va osciller entre ces deux, il va vibrer entre ces deux positions. Au milieu, donc il y a la position d'équilibre. C'est bon? Alors ça, vous l'avez déjà vu. Oui. Alors, en fait, cet allongement-là, ce delta X, on vous a déjà expliqué qu'il est proportionnel à la force F exercée à la force d'allongement F, donc exercée sur le ressort. Il est inversement proportionnel à une constante qui est relative donc au ressort. C'est-à-dire, en fait, en exerçant la même force sur différents ressorts, donc vous n'allez pas avoir la même élongation. Oui ou non? Oui, Oui, monsieur. Donc, ça veut dire, donc, en fait, que c'est spécifique à un ressort et donc, en fait, on définit une constante, une caractéristique de chaque ressort qui va nous donner une idée sur la facilité ou la difficulté avec laquelle le ressort va s'allonger, donc la facilité ou la difficulté avec laquelle il va répondre à l'allongement. Donc, en fait de compte, l'allongement, il est proportionnel à la force, il est inversement proportionnel à ce qu'on appelle la raideur. Donc, c'est ce qu'on appelle la raideur du ressort, la constante de raideur. Et par conséquent, donc, en fait, la force, cette force, est égale à moins K delta X. Et l'ensemble, la deuxième loi de Newton, donc, si vous l'appliquez à ça, donc, vous allez dire, en fait, que l'ensemble des forces, donc, va conduire à ça. Et l'ensemble des forces ici, si vous en avez juste une, et si vous négligez le poids, ou si ça se rajoute au poids A de l'objet, donc ça va vous donner, donc c'est la masse de l'objet fois l'accélération, qui est égale à moins K delta X. Donc ça, c'est juste la translation de la deuxième loi de Newton. Alors maintenant, donc si vous remettez ça donc du même côté, donc m gamma plus k delta x, ça va vous donner 0.
Vous pouvez vous débarrasser, avant, donc peut-être, donc on mettra M, l'accélération, c'est la dérivée seconde de l'allongement par rapport au temps, plus K delta X, c'est 0. Alors, vous vous débarrassez de la masse de ce côté-là, donc ça vous donne la dérivée seconde de l'allongement plus K sur M delta X est égal à 0. Donc, vous avez divisé partout par M si vous voulez. Donc, vous avez divisé partout par la masse. Donc, ça vous donnera dx carré sur dt carré plus K sur M delta X ou dx si vous voulez. Donc, la variation de x est égale à 0. Alors, ceci, donc, c'est une équation différentielle. Donc, c'est une équation différentielle dont vous faites la solution. Donc, c'est un phénomène périodique. La solution de cette équation différentielle, donc, c'est un phénomène périodique. C'est un ensemble de points donc, périodiques dont la fréquence est tout simplement, c'est 1 sur 2pi racine carrée de K sur la masse. Alors, c'est-à-dire la fréquence d'oscillation du ressort, elle est égale à 1 sur 2pi que multiplie la racine carrée donc, de la constante de raideur sur la masse. C'est-à-dire plus la constante de raideur est élevée, plus K est importante, plus la fréquence de vibration est élevée. Ça, vous pouvez l'essayer. Donc, en fait, vous essayez-le donc sur un ressort donc très dur en quelque sorte, donc difficile, très très difficile à allonger. Donc, si vous tirez dessus, donc en fait sa fréquence de vibration est très élevée par rapport à un ressort souple. Donc, si quelqu'un déjà a joué avec des ressorts, donc pourquoi je reviens? Je reviens toujours donc à cette question de jeu. Donc, en jouant, donc en fait, on apprend énormément. Donc, mais en jouant et en observant, donc en fait, ça aide beaucoup dans beaucoup de phénomènes physiques. Alors, si vous faites ça sur un ressort dur, sa vibration, vous voyez même pas les positions, c'est-à-dire il vibre à des vitesses énormes, c'est-à-dire la fréquence de vibration, elle est énorme. Alors, si vous faites ça sur un ressort souple, vous pouvez le voir vibrer, c'est-à-dire monter et descendre lentement. Donc, en fait, donc c'est ce que vous avez là, donc par ces petits calculs. Plus la constante de raideur est élevée, plus la fréquence de vibration est élevée. Plus la masse est élevée, plus la fréquence de vibration est faible. Bien. Alors ça, c'est juste des rappels. Donc tout ça, donc si vous voulez donc en plus de détails, vous pouvez revenir à n'importe quel bouquin de physique élémentaire, donc du niveau lycée ou même du niveau peut-être première année d'université. Donc vous allez trouver donc tout ça avec un peu plus de détails. Alors maintenant, donc en fait, c'est sur cette base-là qu'elle est construite, donc en fait toute la théorie donc de l'absorption en infrarouge. C'est-à-dire, en fait, ce ressort-là, c'est la liaison chimique. C'est-à-dire, si vous avez une liaison carbone-hydrogène, par exemple, donc vous pouvez imaginer, donc en fait, cette liaison comme étant un ressort qui, lorsqu'il va absorber une radiation en infrarouge, donc en fait, il va vibrer de la même manière qu'un ressort. Alors, il y a juste ici donc une petite mise au point, c'est qu'en fait ici,
Donc, vous avez une seule masse. Vous avez une seule masse accrochée au ressort à un seul bout. Et là, vous avez en quelque sorte deux masses, deux atomes qui vont chacun avoir une masse M1 et M2. Et par conséquent, ici, donc, dans cette formule-là, donc, dans cette fréquence de vibration, qu'est-ce qu'on va mettre? 1 sur 2pi, racine carrée de k, sur M1 ou M2. M1 plus M2. Donc, pas M1 ou M2, donc sur ce qu'on appelle la masse réduite. Alors, cette masse réduite mu, c'est quoi? C'est en fait le produit des masses M1 que multiplie M2 sur la somme des masses, sur M1 plus M2. C'est ce qu'on appelle la masse réduite. Donc, au bout d'une liaison chimique, n'importe laquelle, vous avez des atomes ou vous avez des groupements d'atomes. Ces groupements d'atomes, ils ont des masses. Et la fréquence de vibration de la liaison, chimique, il est égal à 1 sur 2pi, racine carrée 2, d'une constante de raideur sur une masse réduite qui est la masse de l'atome 1, multipliée par la masse de l'atome 2, que divise le produit des deux masses. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Oui. Oui. Très bien. Alors maintenant, vous pouvez vous amuser. Donc, je ne vais pas le faire en ligne, mais vous pouvez vous amuser donc à calculer les masses réduites dans une liaison carbone-hydrogène. Des masses réduites dans le cas d'une liaison carbone-carbone, dans le cas d'une liaison double, et ainsi de suite. Dans le cas d'une liaison carbone-oxygène, vous mettez n'importe quel atome, et vous pouvez calculer les masses réduites. Alors, une fois que vous avez les masses réduites, donc pour avoir la fréquence de vibration, elle est 1 sur 2pi racine carrée de k sur m. Il vous faudra également la constante k, c'est-à-dire la constante k pour ces liaisons chimiques, c'est-à-dire comment elles se comportent vis-à-vis, donc en fait, de l'étirement, qu'on appelle la constante, une caractéristique donc de la liaison chimique, une constante de raideur. Alors, ce cas, tout simplement, il est pour une liaison simple. Alors, le cas, donc c'est 5, 10 à la puissance 5, donc c'est donné en unité anglaise, donc Dime par centimètre. Alors, pour une liaison double, K, c'est 2 fois ça. 2 multiplié par 5, 10 à la puissance 5, Dime centimètre. Et ainsi de suite. Donc, pour une liaison triple, c'est 3 fois. Alors, vous avez le K, vous avez la masse réduite, que vous pouvez calculer par les masses atomiques, et vous pouvez appliquer donc pour la relation, pour avoir la fréquence de vibration. Alors maintenant, donc ça c'est la fréquence de vibration, c'est égal à 1 sur 2pi racine carrée de k sur la masse réduite. Alors, autre chose en infrarouge, on a l'habitude donc en fait de ne parler ni de longueur d'onde,
ni de fréquence, mais de nombre d'ondes, de ce qu'on appelle le nombre d'ondes. Alors la fréquence, la dernière fois, donc, je vous ai expliqué que la fréquence d'une vibration, donc en fait c'est quoi? C'est le nombre de fois qu'un point donné d'une vibration donc, passe devant vous en une seconde et qui est égal également à, pour ne pas dire de bêtises, donc elle est égale à la vitesse de la lumière sur la longueur d'onde. Alors maintenant, c'est 1 sur lambda, c'est 1 sur lambda, c'est ce qu'on appelle le nombre d'ondes, c'est nu bar, c'est. Alors donc, le nombre d'ondes nu bar, c'est la fréquence sur C, comme vous voulez. Alors maintenant, vous avez ici donc une fréquence, la fréquence de vibration de votre liaison chimique qui est égale à 1 sur 2 pi racine de k sur mu. Elle est égale, donc ici, donc la fréquence c'est nu bar sur C est égale à nu bar C, donc est égale à 1 sur 2 pi racine de k sur la masse réduite. Alors, le nombre d'ondes est égal à 1 sur 2 pi sur C, racine carrée de k sur la masse réduite. C'est bon? Alors ça, c'est généralement donné pour une mole d'atome. Alors, quand vous allez mettre ici les masses, pour les masses réduites, donc en fait, ce n'est pas la masse d'un atome, mais la masse d'une mole d'atome. Donc, pour transformer ça donc, pour un atome, donc il faudra diviser par le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre d'atomes, tout simplement, qu'il y a dans une mole, c'est-à-dire 6,022 10 à la puissance 23. Est-ce que c'est clair? Vous arrivez à suivre? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors maintenant, donc, Monsieur, oui, pourquoi on divise par le nombre d'Avogadro? c'est pour avoir un atome. Une mole d'atome, vous savez ce que c'est qu'une mole? Oui, Une mole, c'est combien d'atomes? c'est plusieurs. Comment? Une mole, c'est 6,022 10 à la puissance 23 atomes. C'est ce qu'on appelle une mole d'atome. Vous avez oublié ça? Un peu. Et c'est ce qu'on appelle le nombre D'Avogadro. D'accord, monsieur. D'accord. Alors maintenant, donc, dans tout ça, donc, ce qui est connu donc, pour n'importe quelle liaison chimique, donc en fait, pi, c'est une constante, c'est 3,14. Donc là, C, donc, c'est la vitesse de la lumière. Donc ici, donc, c'est donné en centimètres par seconde. Le nombre d'Avogadro, vous le connaissez. Alors, si vous remplacez tout ça dans la formule par ces valeurs, ça va vous donner que le nombre d'ondes, c'est 4,12 racine carrée de k sur
la masse réduite. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc, en fait, le nombre c'est 4,12 racine carrée du K sur la masse réduite. Bien. Monsieur, Oui, on divise toute la formule par le nombre d'Avogadro, juste la masse. ou bien juste la masse. Juste la masse. D'accord, merci. D'accord? C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors maintenant, je récapitule. Donc, il ne faut pas se perdre dans les calculs. Donc, tout ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a en fait calculé ici? Qu'est-ce qu'on a? On a une fréquence de vibration. D'accord? Donc, est-ce que vous voyez toujours donc, la présentation? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors voilà, donc vous avez une fréquence de vibration ou un nombre d'ondes de la vibration. En fait, la fréquence, donc en fait, le nombre d'ondes, c'est l'inverse, le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde. C'est 1 sur lambda. La fréquence, vous savez ce que c'est, donc c'est le nombre de fois qu'un point déterminé d'une vibration passe en une seconde. Alors, on a soit une fréquence ou un nombre d'ondes, c'est la même chose. Alors, si on parle de fréquence de vibration, donc ici, donc, dans le cas du ressort, donc en fait, c'est la fréquence de vibration du ressort. Et ce ressort, il va vibrer quand on va lui appliquer une certaine force. D'accord? Alors maintenant, dans le cas de la liaison chimique, donc c'est la fréquence de vibration de la liaison chimique. D'accord? Lorsqu'elle absorbe une radiation en infrarouge. C'est-à-dire, donc, si la liaison CO absorbe une radiation en infrarouge, il va vibrer avec une fréquence 1 sur 2 pi racine carrée du K, K vous l'avez pour une liaison simple, et vous avez la masse réduite que vous pouvez calculer pour l'atome d'oxygène et l'atome de carbone. Alors en fait, pédagogiquement, donc j'y suis allé donc un peu plus vite, donc parce que vous n'êtes pas devant moi. Donc tout à l'heure, donc il a fallu calculer ces masses réduites. Et après, donc il faut calculer donc ces fréquences pour ces différents atomes. Comme ça, on peut y aller étape par étape. Alors s'il vous plaît, faites ça chez vous. Calculez les masses réduites, par exemple, de ces liaisons chimiques. Donc vous pouvez mettre les liaisons que vous voulez, donc peu importe. Donc, mais calculez les masses réduites et vous pouvez calculer les fréquences et vous pouvez calculer également les nombres d'ondes. Et vous allez vous apercevoir que chaque liaison chimique va vibrer à une certaine fréquence ou il va vibrer à un certain nombre d'ondes. Rappelez-vous, donc il ne faut pas que ça vous fasse peur, le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde tout simplement. Alors, les longueurs d'onde, on les mesure avec quoi? En unité de distance, c'est-à-dire en mètres ou en sous-unité du mètre, c'est-à-dire en nanomètres, en micromètres ou en centimètres. Alors maintenant, donc, si les longueurs d'onde sont mesurées en unité de distance, c'est-à-dire mètres, centimètres ou nanomètres, peu importe, le nombre d'ondes, il aura quelle unité? L'inverse C'est le mètre moins 1, monsieur. du longueur d'onde. Voilà, très bien, monsieur. Donc, c'est mètre moins 1, centimètre moins 1. Alors maintenant, on a l'habitude de l'exprimer en centimètre moins 1. Donc, le nombre d'ondes
Donc, il a communiqué le centimètre moins 1 en infrarouge. Déjà, les longueurs d'onde en infrarouge, donc, ils sont assez importantes. Donc, et on les exprime en centimètres moins 1. C'est bon? Alors, je répète. Oui, Donc, si vous avez fait ça en étapes, si vous l'avez fait en étapes, vous auriez des masses réduites, vous auriez des fréquences de vibration pour chacune de ces liaisons. Et vous aurez un nombre d'ondes de vibration pour chacune de ces liaisons. Et je répète, vous pouvez mettre les liaisons que vous voulez. Et vous pouvez vous exercer ou vous pouvez vous amuser à calculer des masses réduites et à calculer des fréquences de vibration et à calculer, donc, en fait, des nombres d'ondes de vibration. Alors maintenant, la question qui reste, c'est quelle est la relation entre l'infrarouge et tout ça? C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui m'intéresse moi? Qu'est-ce que je vais voir dans cette expérience dans laquelle je vais exposer de la matière à des radiations infrarouges? La quantité de... Qu'est-ce que Non, je vais pouvoir mesurer? la nature, monsieur, des molécules. Une molécule ou j'ai une molécule pure, peu importe. Donc, et je vais l'exposer à des radiations infrarouges. Qu'est-ce que je vais mesurer? La nature, monsieur, des molécules, ou bien des liaisons chimiques. Mais comment ça se mesure ça? Ça ne se mesure pas. Qu'est-ce que je vais mesurer? Monsieur, la présence des liaisons triples ou bien des liaisons doubles. Mais ça aussi, ça ne se mesure pas, monsieur. Donc, je parle de... Vous avez une radiation, c'est-à-dire une radiation, elle est caractérisée par quelque chose de mesurable. Qu'est-ce qui est mesurable dans une radiation? C'est son intensité, c'est son énergie, c'est sa fréquence, c'est sa longueur d'onde. Donc, tout ça, c'est des paramètres qu'on peut mesurer. Alors maintenant, après exposition à de la matière, je ne peux aussi mesurer que ça. C'est-à-dire, je ne peux mesurer qu'une certaine absorbance. Qu'est-ce que je vais mesurer? J'ai des radiations électromagnétiques d'un côté, je vais exposer de la matière à ça, donc j'ai une certaine énergie et je vais mesurer l'énergie après. Alors, il y aura, comme pour l'absorption, comme pour la spectroscopie d'absorption UV visible, c'est la même chose. C'est-à-dire il y aura une certaine quantité d'énergie absorbée. Sauf que cette fois-ci, donc ce n'est pas des transitions électroniques, mais c'est une vibration de liaison. Mais en fin de compte, moi, peu importe. Donc, tout ce que je vais mesurer moi, donc ce que je peux voir, ce qui est mesurable dans cette expérience, c'est combien d'énergie a été absorbée. Et quelles sont peut-être les radiations qui sont absorbées. Ça, je peux le savoir. Le reste, il faudra que je l'en déduise. C'est-à-dire, le reste, il faudra que je me débrouille pour le comprendre. Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui. Oui. Il y en a 2 qui disent oui, donc les autres, je ne sais pas. Alors, Oui, monsieur. j'espère que ça ne pose pas trop de problèmes. Donc, en fait, dans la réalité, dans l'exercice de la manipulation, ce que je peux mesurer, c'est-à-dire j'ai des radiations électromagnétiques en infrarouge, je peux mesurer leur intensité avant et je peux mesurer leur intensité après. C'est tout ce que je peux. Alors maintenant, ils vont être absorbés ou pas. Et ça, je peux le voir. Je peux voir s'ils sont absorbés ou pas. Si leur intensité, donc si l'intensité après, comme pour la spectroscopie d'absorption, si l'intensité après elle est plus faible, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été absorbé par ma matière. D'accord? Oui.
Donc, je peux mesurer cette quantité absorbée. Mais je peux mesurer autre chose, donc comme aussi pour l'absorption, comme pour la spectroscopie d'absorption, je peux aller chercher quelle est la longueur d'onde qui a été absorbée. L'infrarouge, c'est des radiations entre 800 jusqu'à 300 000 nanomètres. Je peux également aller chercher quelle est la radiation qui a été absorbée. Et je vais m'apercevoir qu'on peut-être que c'est la radiation 1225 nanomètres qui a été absorbée. Et je vais m'apercevoir que, en fait, c'est la radiation 3548 nanomètres qui a été absorbée. Alors maintenant, comment remonter tout ça? Si la radiation 1225 nanomètres a été absorbée, ça veut dire bien quelque chose de précis. Si la radiation 3548 nanomètres a été absorbée, ça veut dire bien que c'est à cause de quelque chose de précis de ma matière que ça s'est passé comme ça. Alors maintenant, je reviens à la question de tout à l'heure, c'est quelle est cette relation entre l'infrarouge et ma matière? Maintenant, je sais que ça va vibrer, je sais que ça vibre à une certaine fréquence, je sais que c'est ma matière, ça c'est ma matière, ce sont mes molécules. Mais moi, ce que je peux mesurer, donc en fait, c'est cette absorption d'infrarouge, est-ce qu'il y a absorption ou pas, déjà, et puis quelles sont les longueurs d'onde dans l'infrarouge qui ont été absorbées. En quelque sorte, qu'est-ce que je suis en train de chercher maintenant? Je suis en train de chercher la relation entre la vibration d'une liaison et des radiations en infrarouge. Si je peux trouver la relation entre la vibration d'une liaison, c'est-à-dire la vibration de la liaison CO et une longueur d'onde bien précise en infrarouge et l'absorption d'une longueur d'onde précise dans l'infrarouge, à ce moment-là, donc ça va devenir intéressant. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai absorption d'une certaine longueur d'onde dans l'infrarouge, je sais que dans ma molécule, il y a une liaison CO ou des liaisons CO. À chaque fois qu'il y a absorption d'une autre radiation en infrarouge, je saurai que dans ma molécule, il y a une liaison CN, par exemple. Est-ce que vous avez compris maintenant donc, le problème? Le problème, c'est de faire la correspondance entre les radiations infrarouges et le comportement de ma matière. Donc, on fait ceci, donc c'est ce qui a été fait. Alors maintenant, donc, dans la spectroscopie UV visible, la question c'était de faire la relation entre l'absorption et la quantité de matière. Et ça s'est fait par les travaux de Beer-Lambert, qui ont enfin annoncé une loi qui porte encore aujourd'hui leur nom et qu'on appelle la loi de Beer-Lambert jusqu'aujourd'hui. Alors en fait, c'est à peu près l'équivalent de ça qu'on cherche maintenant en infrarouge. C'est-à-dire quelle est cette relation qui va relier les radiations en infrarouge et les vibrations de mes atomes et les vibrations de mes liaisons chimiques. Alors là, c'est très simple. C'est d'une simplicité déconcertante. C'est-à-dire, une liaison chimique, il va absorber. Alors faites attention. Une liaison chimique, il va absorber la radiation en infrarouge qui a la même fréquence que la fréquence de sa vibration. Je répète. Une liaison chimique va absorber une radiation en infrarouge qui a la même fréquence que la fréquence de sa vibration. Alors, la fréquence de sa vibration, c'est quelque chose que vous pouvez calculer. La fréquence de sa vibration, c'est 1 sur 2 pi racine carrée de K sur M, sur la masse réduite. Ça, vous pouvez le calculer. Donc, c'est la fréquence de vibration de la liaison chimique. Ça dépend des masses et ça dépend de la constante de raideur, K.
Alors qu'en fin de compte, c'est très simple. Il est la même pour toutes les liaisons simples. Il est la même pour toutes les liaisons doubles. Il est la même pour toutes les liaisons triples. Et la masse réduite, donc en fait, ça dépend des atomes. Ça dépend des atomes et pour chaque liaison chimique, on peut calculer une masse réduite. Alors, si on a la masse réduite, donc on peut calculer sa fréquence de vibration et on peut calculer aussi le nombre d'ondes de sa vibration. Alors maintenant, ça, c'est la vibration de quoi? C'est la vibration de la liaison chimique. La liaison chimique en infrarouge, elle vibre. Alors maintenant, quand est-ce qu'il va vibrer? Il va vibrer lorsqu'il aura absorbé une radiation Une radiation. en infrarouge de même fréquence. Donc c'est là où peut-être donc ça peut vous paraître confus. Une radiation en infrarouge. Alors donnez-moi n'importe quelle fréquence. 5325. 5325 ou donc si on la donne en nombre d'ondes, c'est mettons 1500 cm-1. Alors maintenant, donc, que cette radiation en infrarouge, il ne peut être absorbé que par une liaison chimique qui peut vibrer avec le même nombre d'ondes. S'il est absorbé, c'est que cette liaison existe. Alors, je vous laisse 1 minute pour assimiler ça. Alors que chacun réfléchisse un peu à ça, donc est-ce que c'est clair dans sa tête? C'est bon? Alors, Oui, monsieur, c'est bien maintenant. Oui, monsieur. alors juste imaginez d'un côté une liaison chimique qui va vibrer à une fréquence déterminée, qui va dépendre des atomes et de la nature de la liaison, c'est-à-dire si c'est une liaison simple ou double ou triple. Et ça dépendra des atomes au bout ou des groupements d'atomes qui sont au bout de cette liaison. Mais s'il vibre, il va vibrer avec une fréquence déterminée. S'il vibre, il va vibrer à un nombre d'ondes déterminé. D'accord? Mais quand est-ce qu'il va vibrer? Mais quand est-ce qu'il peut vibrer? Il peut vibrer quand elle aura absorbé, c'est-à-dire quand elle absorbe une radiation électromagnétique en infrarouge. Quelle est cette radiation qu'elle peut absorber? Ce n'est pas n'importe quelle radiation. C'est la radiation elle-même à la même fréquence de sa vibration. Oui, monsieur. Donc, il y a une correspondance entre la vibration, Alors, vous arrêtez vos micros, s'il vous plaît. Alors, je disais donc en fait qu'il y a une correspondance entre la fréquence de la radiation en infrarouge et la fréquence de vibration de la liaison chimique dans la molécule. Il y a une correspondance entre le nombre d'ondes de la liaison chimique et le nombre d'ondes de la radiation électromagnétique en infrarouge. C'est-à-dire, si celle-là est absorbée, je sais que celle-là existe. Parce qu'en fait, c'est ça ce que je peux mesurer. Je peux mesurer une absorbance. D'un point de vue expérimental, c'est ce que je peux mesurer. Alors maintenant, quand je mesure et je trouve qu'il y a une fréquence d'une radiation électromagnétique en infrarouge qui est absorbée, j'en déduis, je comprends que dans ma molécule, il y a cette liaison, il y a telle liaison chimique. C'est-à-dire, en fin de compte, tout ça, c'est une question de tableau.
C'est-à-dire, il faut que j'ai un tableau dans lequel j'ai toutes les liaisons chimiques, tous les types de liaisons chimiques, avec toutes les fonctions possibles, et d'un côté, toutes les radiations, qui sont leur fréquence de vibration, qui va être également la fréquence de la radiation en infrarouge qu'ils peuvent absorber. Le reste, il est facile. Donc, à chaque fois que j'ai une absorbance d'une fréquence en infrarouge, je vais chercher dans mon tableau pour dire, tiens, donc ça correspond à telle liaison chimique. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Alors maintenant, donc, je vais juste rajouter donc juste un schéma d'un spectre en infrarouge et m'arrêter aujourd'hui à ce niveau-là et on continuera ça la prochaine fois. Alors maintenant, est-ce que vous voyez toujours donc la feuille? Bien Oui, sûr. oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors maintenant, donc en fait, depuis tout à l'heure, donc, je vous ai expliqué qu'en infrarouge, en fait, on ne parle pas d'absorbance, on parle en transmittance. Ayez la gentillesse de fermer vos micros. Pas au tard. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, monsieur. Monsieur. Karima, donc fermez votre micro. دايرين بحال جالسين في لا كلاس تاع الدراري الصغار. كريمه هداي كوثر سكتي. Bien, alors je disais donc tout à l'heure, donc en infrarouge, donc on ne parle pas d'absorbance, mais on parle de transmittance. Normalement, cela ou ceci ne devrait pas vous poser de problème parce qu'en fait, la transmittance, donc c'est juste le complément de l'absorbance, c'est-à-dire zéro absorbance, c'est 100% de transmittance. La transmittance, on l'exprime en pourcentage. D'accord? Donc, zéro Oui. absorbance, c'est 100% de transmittance. 0% de transmittance, c'est 100% d'absorbance, et ainsi de suite. Donc, et puis, donc, également, en infrarouge, on ne parle pas de longueur d'onde. Monsieur, Monsieur, si vous pouvez un peu bouger Bon. la feuille vers le bas. Si vous pouvez bouger la feuille vers le bas un peu. D'accord, donc moi, je ne la vois plus, donc je vais essayer de… C'est D'accord? bon, monsieur. C'est bon? Bien, alors je disais donc en fait en infrarouge, on ne parle pas de longueur d'onde, mais on parle pas de fréquence, mais on parle de nombre d'ondes. Et tout à l'heure, donc vous avez compris que le nombre d'ondes, donc en fait, c'est en unité de distance moins 1, et en infrarouge, on l'exprime en centimètres moins 1. Alors, donc ça, c'est les deux particularités donc d'un spectre infrarouge. À cela, donc, on va rajouter une troisième particularité, donc que cet axe-là, il est inversé. C'est-à-dire ici, donc, on ne va pas trouver le zéro, mais on va trouver les nombres d'ondes les plus élevés. Et là, les plus faibles. De ce côté-là, les plus faibles. C'est-à-dire, généralement, donc, c'est entre 4000 et 500 centimètres moins 1. Alors maintenant, donc en fait, et ça, quand il n'y a aucune absorbance, quand il y a zéro absorbance, c'est qu'il y a 100% de transmittance. Dès qu'il y a absorbance, le pourcentage de transmittance
dès qu'il y a absorbance, le pourcentage de transmittance augmente ou diminue? Augmente, monsieur. Diminue, monsieur. Diminue. Donc voilà. Diminue. Donc en fait, s'il y a absorbance, la transmittance va diminuer. Donc il est maximal, la transmittance elle est maximale quand il n'y a pas absorbance. Donc vous aurez des choses comme ça. Vous aurez un spectre comme ça. Et puis vous aurez un truc comme ça. C'est-à-dire, quand vous allez exposer votre matière à des radiations en infrarouge, qui vont aller de 4000 jusqu'à 500 cm-1, vous aurez peut-être quelque chose comme ça. Ça veut dire que cette radiation-là a été absorbée. Celle-là aussi, ce nombre d'ondes aussi a été absorbé. Celui-là a été absorbé et ainsi de suite. Alors maintenant, en infrarouge, donc vous avez deux parties de spectre. Donc, un qui est simple. C'est ce qu'on appelle ici donc la partie diagnostique. Et là, donc en fait, c'est quelque chose qu'on appelle la signature. Alors généralement, ici, la limite, c'est autour de 1500 cm-1. C'est-à-dire tous les nombres d'ondes inférieurs à 1500 cm-1, donc ça vous donne quelque chose qu'on appelle signature. Et tous les nombres d'ondes supérieurs à 1500, donc vous donnent quelque chose qu'on appelle diagnostic. Et c'est cette partie diagnostique qui est exploitable. La partie signature, elle est trop complexe, donc on ne sait pas. Donc c'est une sorte de signature pour chaque molécule. Donc en fait, c'est l'interaction de l'ensemble de la molécule, de l'ensemble des atomes qui donne ça. Donc ça dépend, c'est spécifique à chaque molécule. C'est une signature de la molécule. Alors maintenant, ce qui est important pour nous, donc en fait, c'est cette partie diagnostique. Elle est importante dans la mesure où je peux aller chercher cette radiation-là qui a été absorbée. C'est-à-dire, c'est un nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc, je peux connaître la longueur d'onde, je peux connaître la fréquence et je peux aller chercher dans le tableau que je vous ai dit tout à l'heure, à quelle est la liaison chimique qui va absorber ça. Et je vais peut-être dire que ça, c'est la liaison CH et que ça, c'est la liaison CN, par exemple. Et ça, c'est la liaison CO, et ainsi de suite. C'est-à-dire, si ça, c'était le spectre de ma molécule, que je ne connaissais pas. Donc, je vais dire qu'en fait, que dans cette molécule, donc j'ai des liaisons CH, j'ai des liaisons CN et j'ai des liaisons CO. Est-ce que c'est bon? Est-ce que jusque-là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, c'est bon. Oui, monsieur. Voilà, on va arrêter aujourd'hui donc à ce niveau-là. Donc ça, c'est la base de la spectroscopie infrarouge. Donc on a vu donc juste les bases. Donc on va expliquer un peu plus en profondeur la prochaine fois. Donc pour que vous puissiez avoir juste les notions de base de la spectroscopie infrarouge. Et vous avez compris maintenant qu'en fait, donc cette absorption va nous renseigner sur la présence de liaisons chimiques dans une molécule. Donc, ça ne va pas nous aider à avoir une idée sur la quantité de matière, mais ça va nous aider à comprendre la structure de la molécule. Alors, cette absorption-là des liaisons chimiques, c'est la même chose que pour l'absorption, pour la spectroscopie UV visible. Cette absorption, elle est proportionnelle à la quantité, mais pas à la quantité de matière, mais à la quantité en quelque sorte des liaisons. C'est-à-dire s'il y avait beaucoup de liaisons CH, vous aurez beaucoup plus d'absorption.
Si vous en avez moins, vous aurez un pic toujours à la même place, toujours à la même radiation, mais vous aurez un pic moins intense. Donc, en fait, l'intensité de l'absorption à chaque fois, il est proportionnel à la quantité, mais pas à la quantité de la matière. Il est proportionnel en quelque sorte à la quantité des liaisons, c'est-à-dire au nombre de liaisons. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a peu dans ma molécule? Et c'est comme ça que je peux avoir une idée de quoi elle est formée, ma molécule. Donc, la spectroscopie infrarouge, je le répète, donc ça donne des idées sur la structure de la matière. Rappelez-vous, au début de ce cours, quand on a parlé juste d'analyse, donc je vous ai bien précisé que par ce terme-là, par analyse, on veut dire donc soit des choses qui vont nous aider à avoir une idée sur la nature ou sur la quantité. Et on a appelé ça analyse qualitative et analyse quantitative. Alors maintenant, ce que je vous explique aujourd'hui, donc en infrarouge, c'est une analyse qualitative. Donc ça nous aide à élucider la structure moléculaire en infrarouge. Donc voilà, donc on arrête là. Donc j'espère que ces